Les lampions se sont éteints hier sur le colloque international des femmes leaders du G5 Sahel, dont le thème a porté sur le processus de réconciliation nationale dans un contexte de la lutte contre l'extrémisme violent. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Hier, le président du Faso s'est adressé à la nation suite à l'attaque meurtrière d'un convoi de la société minière Semafo sur l'axe Ougarou-Bungu le 6 novembre dernier. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a délivré un message à la nation burkinabé. Dans ce message, on retient que le bilan de cette attaque est porté à 38 morts à la date du 7 novembre. Il a également ordonné au FDS et au commandement de traquer sans concession les terroristes et leurs complices jusque dans leur dernier retranchement. Il a également été ordonné le recrutement de volontaires pour la nation de la patrie dans les zones sous menace. Enfin, le président du Faso a décrété, à compter de ce vendredi 8 novembre 2019 à 0 heure, un deuil national de 72 heures. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. C'est parti depuis cet après-midi pour la 8e édition du sommet global du leadership organisé par la Vision internationale des ministères chrétiens. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce soir même du côté de Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou en présence de notre reporter Moïse Kinda. Ils sont venus de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou et d'ailleurs pour prendre part à la 8e édition du sommet global du leadership dont le thème est « Ton influence compte ». Une cérémonie parrainée par le directeur général de la maison de l'entreprise du Burkina qui salue l'initiative de cette activité. Sur la maison de l'entreprise et ma modeste personne pour être parrain de cet important événement. C'est pour moi particulièrement un grand honneur d'être à cette tribune comme parrain. Je n'ai pas hésité un instant pour marquer mon accord pour vous accompagner dans cette initiative, car comme votre slogan le dit, quand les leaders s'améliorent, tout le monde y gagne. Oui, en effet, quand les leaders s'améliorent, tout le monde y gagne. La responsable Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du sommet global du leadership est aussi présente à cette 8e édition au Burkina Faso. The first thing is to be attentive. You can't come to a summit and not be attentive. Secondly, they need to take action. Donc, 3 choses, je demande aux participants. Premièrement, d'être attentifs. Et deuxièmement, c'est d'aller et de mettre en pratique. Et troisièmement, j'aime dire ceci, le changement commence par toi. Il ne faut pas attendre le gouvernement, il ne faut pas attendre l'État. Il faut aller et être actif et mettre en application. Making a change, because change starts with you, and I say that leaders do, go and do what leaders do. Go and change the world. Durant 2 jours, les participants auront au total 9 communications et la présence effective d'un des orateurs de ce sommet global de leadership qui se tient chaque année à Chicago et qui est rediffusé dans plus de 150 pays, dont le Burkina Faso. Comment inverser la courbe et comment, en quelque sorte, diriger avec intégrité une entreprise. Toutes ces choses-là sont assez importantes et je crois aussi très important pour nos nations qui ont de maigres ressources, qui ont besoin de gérer efficacement. Et ça, c'est très important. Et il faut aussi dire qu'avec ce sommet, nous avons l'intervention d'orateurs du sommet qui ont intervenu à la conférence des leaders qui va venir cette année. Donc ce n'est pas n'importe qui. Parce que celui qui intervient au niveau de la conférence des leaders est une personne dont l'expérience a été approuvée, qui a été connue, son intégrité, sa probité intellectuelle, tout cela est vérifié et on l'a permis d'intervenir. Et c'est lui qui a choisi le Burkina Faso et il vient. Donc à la personne du docteur Godman à Kinambi. La participation est ouverte à tous avec une contribution financière de 2 000 francs pour les élèves et étudiants et 3 000 francs pour les travailleurs qui donnent droit à un document de la formation, le badge et des pauses café.
Il s'est tenu à Ouagadougou le colloque international sur le processus de réconciliation nationale et cohésion sociale dans un contexte de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le thème a porté sur le rôle et la responsabilité des femmes leaders. Après ces 3 jours de rencontre, les participants nous livrent ici leurs impressions. Odette Zoenguedan, Zonance Tondé. Lançons un appel aux décideurs politiques et aux institutions internationales pour le respect de leurs engagements internationaux et nationaux relatifs à l'implication effective des femmes dans les processus de prise de décision et de gestion de conflits en appliquant efficacement les résolutions pertinentes, la 1325, la 1820, la 2085, la 2106, la 2122, la 2242, etc. Pour un changement de système économique et de gouvernance en lien avec les valeurs fondamentaux de l'Union africaine. Pour un projet de société prenant en compte nos valeurs culturelles africaines permettant de vivre dignement et dans la paix. Pour affronter la réalité en faisant une lecture objective des enjeux et défis de la géopolitique au fin de meilleurs choix pour le devenir des populations africaines. Le renforcement de l'identité nationale dans les pays membres du G5 Sahel, la vulgarisation des actes du colloque et leur appropriation par tous les acteurs impliqués dans le processus de réconciliation nationale et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement du leadership féminin dans tous les pays du G5 Sahel, le renforcement des capacités institutionnelles du HRUM, la mise en place d'un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations du colloque. Toutes ces recommandations que vous avez écoutées, cet appel qui a été lancé, nous allons travailler très rapidement à mettre en place un comité de suivi qui sera en charge de veiller, recommandation après recommandation, de veiller à leur application, de veiller au cheminement pour nous assurer qu'elles sont sur les rails et que tout progresse dans le sens que nous avons choisi et vers les objectifs que nous avons également visés. Et donc, nous aurons donc ce comité de suivi là qui va faire en sorte que non seulement nos mères, nos sœurs ici vont suivre, mais vont aussi créer entre elles et toutes les femmes qui sont venues ici, qui étaient présentes, des pays amis, des pays frères, qu'elles continuent de maintenir cette relation entre elles. Que leur échange ne s'arrête pas seulement à Ouagadougou. Parce que le rôle que les femmes vont jouer à partir de maintenant sera un rôle inclusif. Il faut donc qu'elles-mêmes deviennent un relais, une locomotive qui motive, qui tire les autres vers l'essentiel et vers les objectifs qu'elles se sont fixés ici à Ouagadougou. En Italie, on parle de protection des enfants. Désormais, les parents transportant avec eux des enfants sont invités à équiper leur siège automobile d'un détecteur anti-oubli, une mesure de sécurité qui devra modifier la configuration intérieure de ces véhicules. En Italie, une nouvelle loi pour sauver la vie des bébés et des jeunes enfants. Depuis hier, les parents d'enfants de moins de 4 ans doivent équiper leur siège auto de ce détecteur qui permet de prévenir si les bambins sont oubliés dans la voiture. Ils peuvent soit acheter un nouveau siège, soit rajouter simplement l'alarme. J'ai acheté ce système en juillet parce que je savais déjà qu'il y aurait cette loi et elle serait mise en œuvre en novembre. Je crois que c'est une bonne décision. Et puis, c'est aussi un système utile. Je suis d'accord avec ça, mais je n'ai pas encore acheté le système. L'Italie compte plusieurs cas d'enfants oubliés dans une voiture. En Sicile, en septembre dernier, un petit de 2 ans est mort, victime de la chaleur, oublié par son père, parti au travail. L'oubli d'enfants, un drame universel qui coûte la vie par exemple à 37 enfants chaque année aux États-Unis. Un événement dû à des problèmes d'inattention causés par le stress, la fatigue ou la routine la plupart du temps.
En France, ils sont plus de 1600 migrants à être évacués à Paris et à Saint-Denis. Ce matin, le gouvernement français a voulu frapper un grand coup en évacuant en partie des camps de migrants installés au nord de la capitale. Cette action s'est déroulée dans un contexte un peu particulier durant un débat assez houleux sur l'immigration au Parlement français. Les hommes célibataires d'un côté, les familles de l'autre. Au petit matin, sous une pluie battante, le plus grand campement de migrants de Paris a été évacué. Une mise en application très rapide des annonces du gouvernement, avec une ligne de conduite, la fermeté à tout prix. Retrouver le contrôle de son immigration. C'est par ces mots que le Premier ministre a, lors de sa conférence de presse hier, fixé le nouveau cadre d'intervention des services de l'État. Il faut changer de braquet, c'est ce que nous faisons ce matin. 600 policiers mobilisés pour évacuer 900 à 1500 personnes selon les estimations. Ce sont d'abord les familles qui sont montées dans les bus, suivies des hommes seuls. Ils sont emmenés dans une quinzaine de gymnases et de centres mis à disposition par les autorités. Et pour ces migrants, seule certitude, un toit au moins pour quelque temps. Moi je suis Didleb et ma femme vient de Homs. Ça fait 4 ans que je vis dans la rue. On a fait une demande d'asile. On nous a dit que nous avions des droits ici, donc on essaye de voir. Mais ils vont sûrement nous mettre dans un hôtel pour quelques mois et ensuite nous relâcher dans la rue. La préfecture promet de trouver un accueil pérenne pour éviter la reconstitution de camps. Mais depuis 2015, il s'agit de la 59e opération de ce type. La faute à une politique d'accueil largement défaillante, selon la maire de Paris. Ce sont des opérations qui ont déjà existé par leur ampleur. Chaque fois, on nous a dit ça ne se reproduira plus. Il est clair que pour que ça ne se reproduise plus, il faut un dispositif d'accueil adapté. Le gouvernement entend bien démanteler toutes les installations dans la capitale avant la fin de l'année. Le camp de la Porte d'Aubervilliers devrait être évacué dans les prochains jours. Escortés par la police, un sac ou deux à la main, ils ont l'air parfois un peu perdus. En quelques heures à peine, c'est une marée humaine qui quitte les trottoirs de la Porte de la Chapelle dans le nord de Paris. Des migrants, plus de 1600 personnes, certains arrivés récemment, d'autres installés ici depuis des années, aujourd'hui en plein doute. Je suis inquiet parce que quand vous ne savez pas où vous allez et ce qui vous attend, forcément vous vous inquiétez, c'est normal. Pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, une page se tourne dans le calme. Tout a commencé un peu plus tôt. Il est aux alentours de 4 heures du matin ce jeudi. Dans la pénombre, sous une pluie battante, Mohamed, 39 ans, vient d'être réveillé par les policiers. Il sort de sa tente, un peu étourdi, et ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'il doit partir. Je dors, je vis ici en France depuis 2 ans. Dans la rue, pas de maison, rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Là, je suis content parce que j'ai un entretien prévu pour avoir des papiers. Un rendez-vous primordial pour lui pour obtenir des papiers et une solution d'hébergement loin de la rue. Pour d'autres, en revanche, l'arrivée de la police est une libération, un début de solution et d'intégration. Nous sommes très contents de la réaction du gouvernement français. Il n'y a pas de problème. Le point de départ vient de nous. On a quitté notre pays. C'est à cause de ça qu'il y a des problèmes. Maintenant, ils nous aident, ils nous donnent à manger, ils nous donnent des choses. C'est bien. Chacun leur tour, ces migrants, rassurés par les associations qui les accompagnent au quotidien, sont emmenés vers ces bus. Ils sont identifiés, comptés, répertoriés, comme à chaque démantèlement, car ici, Porte de la Chapelle, ce type d'opération n'est pas une première. À chaque fois, c'est vrai que les préfets m'ont dit ça ne se reproduira plus. Et puis, en fait, comme l'accueil au fil de l'eau, au jour le jour, n'est pas organisé, les campements se sont reconstitués. Je préfère croire les autorités préfectorales quand elles me disent ça ne se reproduira plus. Mais ça ne marchera que si l'accueil est réellement organisé et fluide, et ça ne marchera que si effectivement on fait dans le même temps rapidement la Porte d'Aubervilliers. Et cette fois, la préfecture insiste, l'accueil est bien inconditionnel, les examens des situations administratives se feront dans un second temps. Les migrants
sont tous mis à l'abri, d'abord dans des salles polyvalentes ou dans des gymnases comme ici à quelques kilomètres à peine du camp Wilson. Quelques heures après avoir abandonné sa tente, Mahmoud, 27 ans, se retrouve donc au chaud, soulagé. La situation porte de la Chapelle était horrible. Il pleuvait tout le temps, on ne pouvait pas dormir. Il y avait beaucoup de problèmes. Maintenant c'est bien, c'est mieux. Des migrants pleins d'espoir, même si cette étape n'est qu'une transition car le gymnase les accueille pendant 1 mois maximum. Les associations espèrent alors qu'il y aura d'ici là une solution pour chacun. La garantie qu'on essaie de tenir, qu'on a réussi à tenir jusqu'à maintenant à la Fondation de l'Armée du Salut, c'est qu'on n'ait pas de remise à la rue. C'est-à-dire qu'on ne nous dise pas, ok, il vous reste les Dublinés, ou eux, on ne sait pas trop quoi en faire, ou ils ont refusé quelque chose, vous fermez le gymnase. Une prise en charge à long terme, c'est aussi la volonté affichée du gouvernement. Alors après l'évacuation porte de la Chapelle, Christophe Castaner assure le suivi. Je suis le ministre français de l'Intérieur, de la sécurité. I am Home Secretary. Okay, thank you. Welcome. Where do you come from? I come from Sudan. Le ministre de l'Intérieur vient visiter ce centre d'accueil et d'examen des situations. L'occasion d'échanger avec les personnes mises à l'abri et de faire de ce démantèlement une opération présentée comme humaniste. Il est essentiel pour nous que nous puissions garantir l'accueil que nous devons à celles et ceux qui viennent en France demander l'asile. Il est essentiel aussi que nous prenions en charge celles et ceux que nous accompagnons dans le process. Il est essentiel enfin que nous accompagnions ceux à qui nous accordons la protection. Le ministre qui a également assuré que ces évacuations allaient se répéter, notamment sur le camp voisin de la porte d'Aubervilliers. C'est tout pour notre rendez-vous d'information de la semaine. On se retrouve très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous.